Bienvenue dans cette seconde partie de notre tuto consacré au système de calendrier. Et dans cette partie, on va mettre en place l'affichage des événements. Mais avant, on va corriger un tout petit problème que l'on a vu précédemment. C'est que pour le mois d'octobre 2018 par exemple, on voit que ça finit le 28, ce qui n'est pas normal. En fait, c'est tout simplement dû au fait que ici on utilise la méthode last Monday. Mais le problème, c'est que dans le cas où un mois commence par lundi, il va récupérer le lundi précédent, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc on peut remédier à ce problème-là avec une simple petite condition. Donc je vais prendre tout simplement le jour de démarrage. Donc on va l'appeler start égale ce mois de démarrage. Et ensuite on va utiliser cette variable en lui disant, si effectivement ici je formate et je récupère le jour, si ce jour est égal à 1, dans ce cas-là, on renvoie directement la date de démarrage. Dans le cas contraire, effectivement, j'ai besoin de la date du dernier lundi. Si maintenant je réactualise la page, ça fonctionne convenablement pour les mois commençant par un lundi. Voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est important de corriger ça, sinon votre calendrier ne s'affiche pas convenablement. Donc maintenant, on va avoir besoin d'afficher des événements. Donc on va avoir besoin d'interagir avec notre base de données. Et on va utiliser pour cela MySQL. Donc la première étape, c'est de créer une base de données. Alors moi ici, je n'ai pas d'outils tels que phpMyAdmin ou Adminer, donc je vais le faire directement en ligne de commande. Mais si vous avez phpMyAdmin, vous pouvez passer par là. Peu importe, tant que vous créez votre base de données. Donc moi, je l'ai dit, je me connecte avec mon terminal et je vais faire un create database et on va l'appeler tuto calendar. Et ensuite, je sors. Pour gérer ma base de données, vu que j'utilise IntelliJ, même si ça marche aussi si vous utilisez PHP Storm, je peux directement gérer ma base de données depuis mon IDE. Donc là, je vais configurer MySQL et préciser que je suis avec le login root, le mot de passe root, et la base de données s'appellera tuto calendar. Encore une fois, si vous, en local, vous utilisez phpMyAdmin, Adminer ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à l'utiliser à la place. Donc là, à l'intérieur de cette base de données, je vais créer une nouvelle table. Donc dans cette table, on va avoir déjà une première colonne qui s'appellera ID, donc qui sera une clé primaire en auto-incrémente. Donc ça c'est important, c'est ce qui permettra d'identifier un événement. Ensuite, je vais avoir un champ qui permettra de connaître le nom ou le titre de mon événement. Moi, je vais appeler ça name. Donc on imagine que les titres ne seront pas trop grands, donc on mettra un varchar de 255 caractères. Ensuite, on pourra avoir une description. Donc cette description, je ne l'imagine pas forcément longue, donc on va mettre du texte simplement. Mais si vous imaginez que vous avez un truc super long, vous pouvez mettre medium text ou long text. Ensuite, on arrive à la partie un peu compliquée, la partie date. Comment on va gérer ça? Alors, on a plusieurs solutions. Une première solution serait de se dire, on va avoir un premier champ date qui sera au format date. Donc il ne contiendra que le mois, jour et année. Ensuite, on aurait l'heure de démarrage, donc on l'appellerait start, underscore time, et ça serait du coup un champ de type time. Et on aurait ensuite un dernier champ qui serait end time, qui serait la date de fin. Donc si on fait ça comme ça va fonctionner. Mais il faut réfléchir aussi à comment notre système peut évoluer dans le futur. Qu'est-ce qui se passe si demain notre client arrive et nous dit « Ah au fait, j'aimerais bien que des événements puissent commencer un jour et finir un autre jour. » Donc là, on va être un petit peu embêté. Donc une solution qui selon moi est plus modulable pour la suite, c'est d'avoir un premier champ que l'on va appeler start. Et au lieu de le mettre en simple date, on le mettra en date time. Donc globalement, c'est un format qui retient à la fois le jour, mais aussi les heures, minutes et secondes. Et on fera la même chose pour un autre champ que l'on appellera end, qui sera la date de fin. Donc on aura une date de début et une date de fin. Donc pour l'instant, dans notre système actuel, ça sera la même date, mais à des heures différentes. Ensuite, cette table, je vais choisir de l'appeler events. Donc vous pouvez changer suivant que dans votre système, ça soit des rendez-vous, vous renommez ça rendez-vous. Mais pour l'instant, moi, ça va être plutôt des événements. Donc je vais appeler ça events. Donc si jamais vous travaillez avec phpMyAdmin, mais vous reproduisez ce que j'ai fait, ou si vous voulez directement faire la requête pour créer votre base de données, pour créer votre table, c'est la requête qui est affichée en dessous. Donc create table events, et on a ces différents champs. Ensuite, pour rajouter peut-être quelques contraintes, vous pouvez dire que ce champ-là et le champ start et end ne sont pas nullables. Comme ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir une valeur. Ça permet d'éviter d'avoir des enregistrements qui se retrouveraient avec rien à ce niveau-là. Maintenant que je suis satisfait, j'exécute. Donc maintenant, j'ai accès à cette table events. Et pour tester les choses, on va créer quelques enregistrements. Donc on va se placer sur notre mois en cours, donc mars 2018, et on va créer un événement le 2 mars. Donc je vais rajouter une nouvelle ligne
Donc l'ID, je vais le laisser définir. On va mettre ici événement de test. On ne mettra pas de description et on choisira une date de démarrage qui est la date d'aujourd'hui. Donc là on mettra, on avait dit même le 2 mars. Voilà, 2 mars 2018 à 13h24. Et ensuite, pour la date de fin, je vais choisir, allez, à 15h. Voilà. Donc là, j'ai mon premier enregistrement. Maintenant, j'aimerais bien évidemment l'afficher au niveau de ma page web. Donc comme on l'a fait pour la partie moi, ça peut être intéressant d'avoir une classe qui permettrait de récupérer des événements. Donc je vais aller dans le dossier src, et je me dis d'ailleurs, plutôt que d'appeler ça date, calendar serait un nom plus approprié. Donc si je renomme ça, il faut que je change le namespace ici, calendar, et même j'ai pas besoin d'app, on va juste laisser calendar, c'est sympa. Et dans mon index.php, il faut que je change ce nom-là. Donc là, ça sera calendar. Et aussi, ça m'oblige à changer ici par calendar. Je réactualise la page pour vérifier que ça fonctionne convenablement et que j'ai pas tout cassé. Donc à l'intérieur de ce dossier-là, je vais avoir une nouvelle classe que je vais appeler events.php. Donc ça sera une classe qui permettra de manipuler, de récupérer des événements. Donc pareil, je la situe dans le namespace calendar. Et ensuite, la classe va s'appeler events. Donc cette classe pourra avoir des propriétés, mais pour l'instant je réfléchis simplement à une méthode. Donc on va créer une fonction publique qui va s'appeler getEventsBetween et qui va permettre de récupérer tous les événements compris entre deux dates. Donc je vais avoir un premier paramètre qui sera le point de départ et un second paramètre qui sera le point d'arrivée. Donc là je précise le typage en précisant que ça va être des datetime. Donc ça retournera quoi? Ça retournera un tableau contenant l'ensemble des événements qui sont compris entre ces dates. Maintenant, au niveau de mon index.php, je peux initialiser cette classe-là, donc en faisant un new events. Alors par contre, attention, il faut bien faire attention au namespace, donc ça sera dans ce namespace-là. Et pour que la classe puisse être chargée, je vais l'inclure avant. Encore une fois, on verra plus tard un meilleur système pour charger automatiquement les classes. Maintenant, si je veux l'ensemble des événements, il me suffit de faire un events. Bon, ça fait un peu écrasement de variables, mais c'est pas bien grave. Égal events, getEventsBetween. On va prendre la date de démarrage, donc ça sera start, ce qui m'oblige du coup à mettre cette méthode ici. Et on aura la date de fin. Et là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas la date de fin. Mais pour obtenir la date de fin, je peux utiliser un peu le même principe que ce que j'avais écrit ici. Rajouter en fait un certain nombre de jours. Le nombre de jours correspondant au nombre de semaines. Donc on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler end. On va cloner la date de démarrage, ça c'est important pour éviter les problèmes. Et on va faire un modify. On va lui demander de rajouter un certain nombre de jours. Donc ce nombre de jours va dépendre en fait du nombre de semaines. Et ensuite on rajoutera days. Ce nombre de semaines que j'utilisais ici, vu que je l'utilise à plusieurs endroits, ça peut être intéressant de l'avoir dans une variable que l'on va appeler weeks. Donc tout en haut, je me crée une variable contenant le nombre de jours. Enfin, le nombre de semaines plutôt. On rajoute d'abord 6 jours, parce que si on est sur le lundi, ça permettra d'arriver jusqu'au vendredi. Et ensuite, on rajoute 7 fois le nombre de semaines, moins 1. Si vous voulez vérifier que votre date est convenablement définie, vous pouvez mettre un petit var_dump ici pour vérifier que votre end corresponde bien à ce que l'on a dans le calendrier. Et ensuite, on pourra l'utiliser à cet endroit-là. Et on obtient ici le 1er avril. Alors il me sort une petite erreur parce qu'il s'attend à ce que ça renvoie un tableau ici. Donc, temporairement, on va simplement retourner un tableau vide. Donc effectivement, notre mois finit ici. Je vais aller au mois suivant et ça doit finir le 6. Donc ça fonctionne. Là, ça doit finir le 3. Donc tout fonctionne convenablement. Faites bien des essais pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, il me suffit simplement de mettre le code qui va permettre de récupérer les événements. Donc on va avoir besoin de se connecter à la base de données. On ne se complique pas la vie. Pour l'instant, on va mettre le code ici et ensuite on séparera pour une meilleure logique. Donc d'abord, je vais créer une variable PDO et je vais utiliser une nouvelle connexion à MySQL. Donc je lui précise que je me connecte à MySQL, le nom d'hôte sera localhost et le nom de la base de données sera tuto_calendar. Ensuite, je précise le login et le mot de passe. J'en profite pour définir des options dès le démarrage de PDO.
Donc je vais lui préciser que lorsque je rencontre des erreurs, donc c'est errMode. Alors je me situe bien dans ce namespace là, attention. Donc le mode d'erreur, ça sera des exceptions. Ce qui veut dire que lorsque on a une requête SQL qui est mal formatée, par exemple, plutôt que d'avoir peut-être quelque chose qui est silencieux, on va véritablement avoir une erreur qui va nous péter la figure. Comme ça, on est sûr de ne pas la louper. Ensuite, je définis le fetch mode, donc c'est le mode de récupération des données par défaut, et je vais dire que par défaut, ça sera un tableau associatif. Donc là, on va mettre fetch assoc, bien qu'on le changera plus tard. Je construis ensuite ma requête SQL, donc ici, on va appeler ça SQL. Donc ça sera un select, on va lui demander de récupérer tous les champs depuis la table qui s'appelle events. Et on va lui préciser qu'on veut que la date de démarrage, qui était start, doit être supérieure à cette date-là et inférieure à cette date-là. Donc on peut utiliser deux conditions ou utiliser le between. Donc on veut que start soit entre une première date et une seconde date. Donc pour la date de démarrage, on fera un start et on utilisera la méthode format. Donc on lui dira ymd et ensuite on mettra 0, 2.0, 2.0. Donc on commence vraiment le matin. Pour la date de fin, on utilisera end, on formatera, on utilisera la même chose, donc ça sera année, mois suivi du jour et on va aller jusqu'à 23h59 et 59 secondes. Voilà, on va véritablement jusqu'au dernier moment. Donc là, on a généré notre requête SQL, requête que l'on va débugger pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. Si je réactualise ma page, je vois cette requête-là. Donc là, il fait un select étoile from events, where la date de démarrage est compris entre cette date-là, qui est du coup ce jour-là, donc dès le début de la journée, jusqu'à la date de fin, qui est ce jour-là, donc le 306, à 23h59 et 59. Maintenant que j'ai cette requête SQL, je vais pouvoir effectuer ma requête. Je vais utiliser pour cela la méthode query qui renvoie un statement. Donc je récupère le statement en faisant un coup de PDO query et je lui passe ma requête SQL. Une fois que j'ai ce statement, je peux récupérer les résultats en faisant un statement fetch all. Je ne précise aucun paramètre et automatiquement il me renverra les résultats. Résultats que je vais renvoyer ensuite à la fin de cette fonction. Donc n'hésitez pas à documenter les choses si vous avez besoin. Donc là, ça permet de récupérer, mettre directement récupère, les événements entre deux dates. Même on peut préciser commençant entre deux dates. Comme ça, on sait que c'est la date de départ qui est utilisée comme critère. Dans mon index.php, je vais mettre un vardum de events pour vérifier que j'obtiens bien les bons résultats. Si je réactualise, ça me donne absolument rien. Si j'enlève la condition, là je vois que je récupère un tableau de taille 1 avec mon premier événement. Et j'ai la clé ID, name, la description, la date de démarrage et la date de fin. Alors le problème c'est qu'il va me falloir placer ces événements-là convenablement dans mon tableau. Ce qui n'est pas très pratique, si j'ai plein d'événements comme ça, si je suis sur le jour 1, ça va m'obliger à parcourir tous les événements pour dire « Ah est-ce qu'il est dans ce jour-là? Est-ce qu'il est dans ce jour-là? Est-ce qu'il est dans ce jour-là » Donc pas forcément tip-top. Moi, ce que je me dis, c'est que ça serait peut-être plus pratique d'avoir un tableau qui serait indexé par les jours. Par exemple, on aurait 2018 01 01 et ensuite on aurait plusieurs événements à cet endroit-là. Ensuite, on aurait tous les événements qui seraient le deuxième jour, puis le troisième. Ça serait quand même beaucoup plus pratique. Donc cette méthode-là, on va la renommer et on va l'appeler by day. Donc ça permet de récupérer tous les événements qui sont compris entre ces dates-là et ensuite on les réorganise by day. Plutôt que de renommer cette méthode que j'ai ici, je me dis je vais créer une nouvelle méthode qui ressemblera à ce que l'on a ici, donc autant la copier-coller, et qui va s'appeler by day. L'avantage, c'est que je peux utiliser le code que j'ai déjà écrit et faire un coup de events égale this get events between. On prend la date de démarrage et la date de fin et on réutilise comme ça cette logique-là. Alors pourquoi ne pas réécrire cette fonction-là, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on peut se dire que cette fonction pourrait être utile à autre chose plus tard.
Donc autant garder cette logique qui permet simplement de récupérer les événements, et mieux vaut séparer la logique qui va réorganiser le tableau dans une seconde méthode. C'est tout simplement pour une meilleure organisation. Donc là, on va mettre la même description, mais on va rajouter un point clé, c'est indexé par jour. Globalement, je vais créer un nouveau tableau Days qui pour l'instant sera vide. Ensuite, je vais parcourir l'ensemble de mes événements. Je vais récupérer la date. Donc la date, ça sera directement l'événement. Et sur l'événement, je vais récupérer que la première partie, cette partie-là. Donc je peux le faire simplement en utilisant le explode par exemple. Du coup, je récupère la date de démarrage. Ça, je vais l'exploder et je vais récupérer la première partie. Donc je l'explose par rapport à l'espace. On verra qu'on peut faire un petit peu mieux plus tard, mais pour l'instant ça peut fonctionner. Maintenant je vérifie en lui disant si dans la partie Days j'ai bien cette clé là qui correspond à la date. Dans ce cas là tu vas pouvoir ajouter l'élément. Dans le cas contraire tu vas créer un nouveau tableau. Dans le cas où ça n'existe pas, qu'on va être peut-être un différent de i7, dans ce cas là on va lui dire, tu crées un tableau de taille 1 qui contiendra notre événement. Dans le cas où ça existe déjà, tu vas prendre le tableau qui existe déjà et tu vas rajouter en fait notre événement. Et à la fin de cette fonction-là, tu retournes les différents jours. Si je réactualise ma page, en remettant un var_dump au niveau de mon index.php, je vais voir à quoi ressemble la liste des événements. Et ça va être beaucoup plus facile à utiliser. On a un tableau qui est indexé par le jour en question et qui ensuite contient nos événements. Si vous voulez débugger un petit peu mieux, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être avoir ici, vous faites un écho prêt, ensuite vous fermez votre prêt comme ça, et là votre var_dump s'affiche de manière un petit peu mieux. Et vous pouvez le remplacer par un printer qui a parfois un meilleur affichage. Donc là, on voit bien notre système. Si je m'amuse à rajouter un nouvel événement, donc je vais dupliquer cet événement. On va mettre le 23 et on va modifier ici et mettre le 23 aussi. Ensuite, je clone cette ligne-là et on va l'appeler événement de test 3 et celle-là événement de test 2. Si je réactualise ma page, on voit que pour notre premier jour, on a bien nos deux événements qui sont groupés pour ce jour-là, et pour ce jour suivant, on a notre événement. Là, on a quasiment fait le travail, il ne nous reste plus qu'à rajouter nos petites conditions dans notre code ici. Donc on a besoin de vérifier s'il y a une clé qui existe et qui correspond à la date que l'on est en train de parcourir. Donc on rajoute une petite condition, ou même on peut se dire là-haut, vu qu'on écrivait déjà un petit peu de logique ici, autant le faire à cet endroit-là. Je vais récupérer les événements, mais en évitant d'appeler ça events, sinon ça va poser problème. On va l'appeler for_day. Ça sera events, et je prends en clé la date du jour que je formate avec le format y-m-d. Mais ça, il faut faire attention, ce n'est pas forcément défini, donc je lui dis que si ce n'est pas défini, ça prendra un simple tableau vide. Comme ça, maintenant, il me suffit de boucler sur ce events for day, donc for each events for day, as event. Je ferme mon petit for each, et ensuite, je vais pouvoir afficher mon événement. Donc, je vais avoir une div que je vais appeler calendar _ event, et à l'intérieur, on aura le titre de notre événement. Donc, j'affiche simplement event suivi du nom. Je pourrais afficher l'heure de démarrage juste avant. Donc, si je le souhaite, je peux faire un event start. Donc ça me donne le point de démarrage. Je peux utiliser le système d'explode ou ce que je peux faire, c'est convertir ça en datetime. Donc en faisant un new datetime, vu que c'est un format que PHP est capable de reconnaître. Et à partir de ce datetime, je peux lui demander de faire un formatage avec le nombre d'heures et le nombre de minutes. Je trouve le système de format nous donne un petit peu plus de contrôle sur le format que l'on veut obtenir. Après, de toute façon, on va améliorer un petit peu ça juste derrière. Je vois que pour le 22, j'ai bien ces deux événements-là. Et ensuite, pour le 23, j'ai cet événement-là.
si je veux rendre ces événements cliquables, ben, je peux ici entourer ça d'un lien. Je vais entourer juste la partie nom de l'événement d'un lien. Hop. Et ça sera /event.php et on lui passera l'ID. L'ID, ça sera event et on récupère l'ID. Lorsque je clique sur cet événement-là, il va me falloir mettre en place la page de consultation. Et on va commencer aussi à réécrire un petit peu de code à ce niveau-là. Donc cette page event.php n'existe pas pour le moment. Donc dans mon dossier public, je vais aller la créer. On va partir sur une présentation très simple où on va simplement afficher le nom de l'événement, la description et l'ID. Et là, je suis un petit peu embêté parce que je me dis, je ne vais pas m'embêter à copier-coller tout ce code-là. Il y a quand même beaucoup de code qui va être similaire entre cette partie-là et notre partie événement, notamment toute la partie header et tout ça. Donc là, ça peut être intéressant de séparer. Donc pour séparer les choses, je vais imaginer avoir un nouveau dossier que l'on va appeler Views, qui sera globalement un dossier dans lequel on mettra certains éléments. Et à l'intérieur de ce dossier Views, je crée un fichier header.php. Au niveau de ce fichier-là, je me contente de prendre tout le code qui est ici et l'inclure à cet endroit-là. Je vais faire la même chose pour le footer.php. Je vais prendre tout le code de mon index.php. Bon là c'est simple, c'est juste ce code-là, et le mettre dans mon footer. Maintenant dans ma partie index.php, il me faut tout en haut inclure notre partie header. Je peux le faire simplement avec un require. Je monte un cran en arrière, je vais dans le dossier views et j'inclus header.php. Voilà, après de manière générale, j'ai tendance à plutôt mettre l'affichage au dernier moment. Donc je vais plutôt require le header.php juste avant d'afficher du contenu. Et en dessous, on va inclure le footer.php. L'avantage maintenant, c'est que dans ma partie événement, je n'ai pas à m'embêter. Je peux récupérer notre code. Donc on va récupérer peut-être la partie events, mais tout le reste, on peut l'enlever. Pareil, on n'aura pas besoin de la classe pour les mois. Et j'aimerais bien avoir un H1 qui affiche le nom de l'événement. Si je réactualise la page, hop, j'ai bien mon petit design et il me faut le H1. Je m'imagine peut-être initialiser ma classe events en faisant events égale new events. Et ensuite lui demander de récupérer un événement en faisant un events find et je lui passerai l'ID. Cet ID peut ne pas être défini. Si ce n'est pas défini, je lui passerai nul par exemple. Ou même, je me dis que cette page n'a pas de sens si l'ID n'est pas défini. Donc on va lui dire if différent de i7 $_get ID. Dans ce cas-là, je renverrai vers une page, par exemple, qui serait une page 404. Donc je ferai un header, location, et je redirige vers 404.php. Page que je peux tout de suite créer, 404.php. On s'inspire de ce que l'on vient de faire. Donc on garde la partie header. On enlève tout ce code-là et on met ici page introuvable. Et on peut peut-être aussi rajouter avant l'inclusion du header, hop, un HTTP response code et lui donner la valeur 404. Donc je vais faire un petit essai, j'enlève la partie ID. J'essaie d'accéder à event.php, il va me sortir une petite erreur parce qu'il ne trouve pas cette classe-là, parce qu'il faut bien que je charge le namespace, attention. Donc je réactualise et on me sort une page introuvable. Si j'examine mon code, hop, je regarde dans la console, plutôt dans la partie réseau. Si je réactualise, je vais bien avoir quelque chose de type 404. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Je reviens sur mon event.php et je vais lui passer l'ID 1. Comme ça, je souhaite récupérer le premier événement. Donc au niveau de mon event.php, j'ai besoin d'écrire le contenu de cette méthode-là. Donc je vais modifier ma classe event et on va écrire un petit peu de code. Alors, on va avoir une nouvelle fonction publique qui prendra donc en paramètre un entier. Et ici, je précise que ça sera l'ID. Donc l'avantage, c'est que PHP va forcer la conversion ici et me renvoyer des erreurs si jamais il y en a. Donc, je n'ai pas du tout à m'embêter. Ensuite, je documente ça. Donc, ça récupère un événement.
Et là, je vais avoir besoin un petit peu comme en haut de me connecter à la base de données. Donc je ne peux pas me permettre de recopier ça partout où j'en ai besoin. Donc je vais avoir besoin d'une variable PDO qui sera un petit peu globale à mon projet et que je pourrai utiliser partout où je le souhaite. Alors vous avez différentes manières d'initialiser ça. Moi, une manière qui me semble plutôt simple, c'est de simplement créer une fonction. Donc dans le dossier SRC, je vais créer un fichier que je vais appeler bootstrap.php qui contiendra globalement tout ce que je dois faire au démarrage d'une application ou toutes les fonctions générales. Par exemple, je me dis, je vais créer une fonction qui va s'appeler dd et qui prendra en paramètre une variable. Ce que fera cette fonction, c'est qu'elle fera exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure. Elle ouvrira la balise pré, elle fermera la balise pré, et ensuite elle fera un print R de ma variable. Si je veux débugger plusieurs variables à la fois, je peux lui dire ici, on utilise un spread operator. Donc dans ce cas-là, il faudra faire un for each vars as $var, et pour chacune, afficher le debug comme ceci. Donc là, ça sera $vars à la place de var. Maintenant, dans ma partie event.php, je peux lui dire, je vais avoir besoin de charger ce fichier bootstrap, donc dans le dossier SRC. Et une fois que ce fichier est chargé, je peux lui dire, tiens, j'aimerais bien débugger cette variable get. Maintenant, si je réactualise la page, ça me donne comme ça ce petit truc-là. Si je veux débugger tout ce qui est disponible en poste, je peux l'écrire en une seule fois. Donc c'est plutôt sympa pour pouvoir débugger les choses. Mais l'avantage aussi, c'est que je peux me dire, dès que je vais avoir besoin de PDO, je vais avoir une méthode que je vais appeler getPDO. Et à l'intérieur, je me contente simplement de retourner ça. Cette fonction, je pourrais l'adapter de projet en projet. Maintenant, le souci, c'est que dans ma partie événement, je vais avoir besoin de PDO. Donc comment je fais pour lui passer? Une première solution serait de se dire, bon là, après le find, je te passe la variable, pas très pratique. Une solution un petit peu plus propre, c'est de lui dire, dès la construction, j'ai besoin de PDO. Donc là, je m'imagine faire un PDO égale getPDO, et ensuite je le passe au niveau du constructeur. Vu que je fais ce changement ici, il faudra que je pense à le faire aussi dans la partie index.php. Dans la partie index.php, j'inclus mon bootstrap. Et ensuite, quand j'initialise les événements, je lui passe PDO. Donc je sauvegarde toujours dans une variable au cas où j'ai besoin de passer PDO à plusieurs classes. Comme ça, ça m'éviterait d'avoir à réappeler cette méthode-là qui recrée une connexion. Maintenant, dans mon events.php, il faut que je change le constructeur parce que maintenant, il a besoin d'une instance de PDO. Donc je lui dis dans le constructeur, je te passerai en paramètre quelque chose de type PDO. Pour que les autres méthodes puissent y accéder, il faut du coup que je définisse ça comme une propriété. Donc là, on fait ce que l'on appelle de l'initialisation. On initialise PDO dès la construction. Maintenant que c'est initialisé, partout où je faisais un PDO, je peux faire un vis PDO. Et ça résout ce problème-là, mais ça va me permettre aussi de résoudre ce problème-là. Ici, j'ai simplement à lui dire vis PDO query. Je fais ma requête en lui disant je veux sélectionner tout depuis la table events où l'ID est égal à ce qui est passé en paramètre. Vu qu'ici il y a une conversion de type, je n'ai pas besoin d'échapper les choses parce que je sais que ID est bien un entier. Donc je peux directement mettre les choses comme ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les requêtes préparées si vous n'avez pas cette conversion de type. Une fois que j'ai ce statement, je peux lui demander de faire un fetch. Je fais un fetch simple parce que je sais ici que je n'aurai qu'un seul résultat. Je peux même aider MySQL en lui spécifiant je suis sûr d'avoir qu'un seul résultat. Ce résultat, je peux directement le retourner. Vous voyez, ma méthode est du coup beaucoup plus simple. Donc dans ce cas-là, ça retournera quelque chose qui sera un tableau. Et je précise dans la phpdoc le retour. Dans mon event.php, une fois que j'ai cet événement, je peux le débugger. Et je peux utiliser ma super petite méthode. Et je me retrouve bien avec mon événement de test. Donc là, je peux maintenant lui dire, voilà le nom de l'événement. Hop. Ensuite, on va mettre date. On va mettre des UL. Tiens. UL, li. On mettra la date. Donc là, on fera la même chose que tout à l'heure. On fera un new date. Hop, on prendra en paramètre event start. Et ensuite,
on le formate en utilisant le D/M/Y. Comme ça parlera plus à des gens qui sont français. Et là, c'est quelque chose de type datetime. Ensuite, le point de démarrage. Donc, on va mettre heure de démarrage. Et on utilise h2.i, les heures puis les minutes. Pour l'heure de fin, on utilisera end. Enfin, pour la description, on mettra description. Et on mettra un petit BR. Et à la ligne, on mettra la description. Alors, un petit détail qui peut être gênant, c'est que suivant comment l'utilisateur va rentrer les informations, le champ name et le champ description, on ne peut pas forcément lui faire confiance. Parce que si quelqu'un écrit de l'HTML, il pourrait se retrouver à modifier les choses. Si je prends mon événement là, que quelqu'un de mal intentionné met un H1 test, ben, on a ici une injection. Parce que l'utilisateur va injecter du code qui va ensuite être exécuté. Bon, un H1, c'est pas dangereux, mais s'il met un alerte ou du JavaScript, ça peut être beaucoup plus problématique. Donc pour éviter les problèmes, on peut utiliser la méthode HTML Entities. Cette méthode est un petit peu longue. Souvent, ce que font certains frameworks, c'est qu'ils se créent une petite méthode, hop, H. Cette méthode prendra en paramètre une chaîne de caractères. Donc là, on va l'appeler value. Et ensuite, on fait un return de HTML Entities de la valeur. On crée simplement un petit alias, un petit raccourci. Je précise le type de retour. Même là, je vais le faire aussi. Et on peut même enlever les slash vu qu'on n'est pas dans un namespace particulier ici. Et comme ça maintenant, dès que je le souhaite, j'ai simplement à faire un hash. Donc il faut que je pense à le faire dès que j'affiche la description, mais aussi dès que j'affiche le nom. Il ne faut pas que je fasse confiance à ce qui peut être dans ma base de données. Une autre solution, c'est d'échapper les choses au moment de l'insertion. Le problème si vous faites ça, c'est-à-dire si vous échappez au moment de l'insertion, c'est que ça prendra plus de place au niveau de MySQL et si un jour vous faites un oubli, c'est un petit peu problématique. Maintenant, on voit que ça fonctionne convenablement. Donc je reviens sur mon système d'événements et je peux consulter un autre événement. Si j'essaie d'accéder à un événement qui n'existe pas, et même avant je vois que j'ai une petite erreur parce que dès que je lui passe nul, ça lui pose un petit problème. À la limite, le nul on peut le gérer je pense. Donc dans la partie bootstrap, on va dire que cet argument peut être nullable. Et si c'est nul, if value égale nul, dans ce cas-là, on retourne simplement une chaîne de caractères vide. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qu'est-ce qui se passe si je me rends sur un événement qui n'existe pas? Par exemple, l'événement numéro 6. On obtient une erreur qui est tout simplement due au retour de notre classe. Donc si je regarde dans Events, qu'est-ce que j'obtiens en retour ici? Le problème ici, c'est que par défaut, fetch, en fait, ça renvoie les résultats, mais ça peut aussi renvoyer false si on n'a pas de résultat. Donc c'est quelque chose que l'on n'attend pas. Donc on peut lui dire ici, le résultat, ça va être ça. Lui dire si result est égal à false. Dans ce cas-là, on renvoie une exception et on lui dit aucun résultat n'a été trouvé. Hop. Dans le cas contraire, on renvoie ensuite les résultats. On met à jour la PHP-doc, je peux le faire automatiquement grâce à mon éditeur. Et au niveau de mon code, dans mon index.php, non, plutôt mon event.php, je vais lui dire essaie de récupérer l'événement. Si jamais on obtient une erreur, dans ce cas-là, donc si c'est une erreur de type exception évidemment, dans ce cas-là, je veux renvoyer vers la page d'erreur 404. Donc pareil, si vous vous dites le truc 404 c'est quelque chose que je répète assez souvent, je peux créer une méthode function 404. On va l'appeler E404 comme erreur 404. Donc là on se crée en fait des petits helpers. Donc ça sera un simple header location, on renvoie vers la page 404.php, ou même ce que l'on pourrait faire, plutôt que de renvoyer, c'est garder la même URL. Du coup on pourrait require la page 404, qui serait dans le dossier public, et ensuite c'est 404.php. Une fois que l'on en a inclus ce fichier, il ne faut pas exécuter le reste du script et on fait un exit. Maintenant dans mon event.php, je peux lui dire dans ce cas-là, il faut que tu renvoies une erreur de type erreur 404. Voilà, comme ça on a le code qui est plus facile à écrire. Je réactualise la page et j'ai bien mon page introuvable. Par contre, il faut bien faire attention à n'inclure le header que bien plus tard. Sinon, effectivement, on a le double header.
Mais là, on a une page d'erreur 404, page introuvable. Si je remets un ID qui existe, on n'a pas le try et le catch qui se lancent et du coup, on n'a pas de problème. Autre petite optimisation que l'on peut faire, c'est qu'on voit que là, c'est pas forcément très pratique d'écrire ça. Et de manière générale, dès qu'on doit manipuler un tableau pour gérer l'événement, c'est pas idéal. Une solution un petit peu plus propre, c'est tout simplement de se créer une classe qui permet de représenter un événement en particulier. Donc là, je l'appelle event.php. Donc c'est une classe qui aura les mêmes propriétés que ce que l'on a en base de données. Donc on est parti, ça va être une classe event. Et à l'intérieur, on va avoir donc un ID qu'on mettra en public, un nom, une description, une date de démarrage et une date de fin. Une bonne pratique en général, c'est de mettre tout ça en privé. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais ensuite pour y accéder, on crée ce que l'on appelle des getters. Donc par exemple, si je veux l'ID, je fais get ID et ça me renverrait l'ID. L'avantage, c'est que je peux utiliser le typage pour préciser les types de retour. Donc ça sera this ID. Donc ensuite, on aura la même chose pour le nom. Donc certains IDE, c'est le cas ici, mais je préfère écrire les choses avec vous, peuvent faire ça automatiquement. Vous pouvez lui dire directement, crée-moi les différents getters, les différents setters. Alors pourquoi je m'embête à faire tout ça? Parce que vous allez le voir, pour la partie date, ça peut être intéressant. Plutôt que de renvoyer simplement la date sous forme de simple chaîne de caractères, comme je suis en train de le faire pour la description et pour le nom, je peux lui dire, lorsque l'on fera un get start, je renverrai quelque chose de type datetime. Je mets un anti-slash devant, parce que cette classe-là, sera dans le namespace calendar. L'avantage, c'est que je peux directement lui dire ici, tu renverras un new datetime, et tu prendras en paramètre la date de démarrage. Comme ça, si j'ai besoin de la date de fin, ça sera la même méthode, sauf qu'ici, on renverra la date de fin. Le problème, c'est que lorsque je fais un find, ça me récupère un tableau associatif. Parce qu'on avait dit, dans la partie fetch mode, on veut par défaut que ça soit sous forme de tableau associatif. Du coup, dans la partie récupération, dans le fetch, on peut lui changer le mode. Donc nous, on va utiliser un mode fetch class. Donc on peut séparer ça un petit peu en plusieurs lignes. Donc là, on récupère le statement. Ensuite, au niveau de ce statement, on peut lui demander de définir le mode de récupération. Donc on utilise la classe PDO et on fait un fetch underscore class. Et on va lui dire, tu enverras ça dans une classe qui est la classe calendar anti-slash event. Comme ça, on se retrouvera avec une instance de notre événement. Une fois que l'on est satisfait, on fait result égale statement et on fait notre fetch, classiquement. Voilà, on a juste à rajouter cette ligne-là. Donc là, il me le souligne en jaune parce que... Ah oui, c'est le nom de la classe qu'il veut, donc il faut faire deux points classe. Voilà. Lorsque je suis dans mon event ici, pour récupérer le nom, je peux faire un $event name. Lorsque je veux la date de démarrage, je n'ai pas à m'embêter, je peux faire $event get start et ensuite formater. Lorsque je veux la date de fin, la date de départ formatée avec les heures, je peux faire ça. Et la date de fin, je fais un get end. Donc ça me simplifie globalement le travail. L'avantage aussi, c'est que si demain je change la structure de ma base de données, je peux changer les propriétés à l'intérieur de mon modèle, entre guillemets, et je n'ai pas besoin de changer les getters. Les getters, eux, ne bougeraient pas. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut que cette classe soit correctement inclue. Alors pour l'instant, je vais l'inclure là. Et ensuite, on mettra en place l'autoloading. Donc ici, il faudrait que je remonte un cran en arrière, ou même c'est dans le même dossier, et ça serait event.php. Le type de retour ne sera pas du coup un tableau, mais sera quelque chose de type event. Donc ça sera dans le namespace calendar, et ça sera event. Voilà, et là il me souligne ça en rouge parce que ce sera getName. C'est toujours les getters qu'il faut utiliser, vu que ces propriétés sont en privé. Si je réactualise, ça me donne bien les bonnes informations. Par contre, effectivement, la description est nulle, comme on l'a vu. Donc, il faut que je modifie mon getter pour lui dire, attention, la description ici peut être nulle et ça ne renverrait pas forcément une chaîne de caractères.
Donc, soit vous lui précisez que le type de retour peut être nul, et ça résoudra le problème, soit vous vous dites je force une chaîne de caractères, et dans ce cas-là, vous utilisez la condition nullable en renvoyant une chaîne de caractères systématiquement, ce qui peut vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Donc vu qu'on a fait ce changement-là, on va aussi le faire un petit peu en haut. Mais comme vous le voyez, c'est un petit peu embêtant à chaque fois que l'on a besoin d'importer une classe, de devoir l'inclure. Donc déjà, vu que je suis dans le namespace calendar, je vais laisser ici event. Je n'ai pas forcément besoin de repréciser le namespace vu qu'on est déjà dans le namespace calendar. Mais j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à devoir inclure les différents fichiers. Je le vois, c'est pénible dans les classes, mais c'est encore plus pénible ici, où je dois faire ces require là. Donc on peut solutionner ce problème-là en utilisant Composer. Donc Composer, c'est quelque chose qui permet de charger des dépendances, mais que l'on peut utiliser dans un projet pour générer l'autoloader, plutôt que d'avoir à le créer nous-mêmes. Donc je fais un coup de Composer init, et je réponds par défaut aux différentes questions. Ensuite, dans ce fichier composer.json, donc c'était le fichier qui vient d'être généré, je vais lui dire je vais avoir un autoloader, et je vais avoir un autoloader de type PSR4. Alors là, vous occupez pas trop de ça. À gauche, il faut mettre le namespace. Donc nous, ça sera calendar anti-slash anti-slash. Et ensuite, à droite, le dossier qui correspond. Donc lorsque tu cherches une classe qui se situe dans ce namespace-là, voilà dans quel dossier tu la trouveras. Et il faut que le nom du fichier, donc par exemple, si je cherche events.php, il va chercher le fichier src/calendar/events.php. Une fois que vous avez fait cette modification, vous devez faire un coup de composer dump-autoload. Ça va générer automatiquement un dossier vendor dans votre projet qui contiendra un fichier autoloader. C'est un autoloader qui est automatiquement généré. Donc pas besoin de s'embêter à l'écrire nous-mêmes. Maintenant, dans mon bootstrap, tout en haut, je vais lui dire je veux que tu inclues cet autoloader. C'était un cran en arrière, vendor/autoload.php. L'avantage, c'est que dans mon event.php, je n'ai plus à inclure les différentes classes, ce genre de choses. Il va automatiquement les trouver lui-même. Donc je vais redémarrer mon petit serveur PHP et réactualiser la page. Et là, ça fonctionne convenablement. Si je reviens sur mon index.php où j'avais écrit pas mal de choses, je n'ai plus besoin de ça. Et ça devrait fonctionner. Donc, si je reviens sur mon calendrier, ça fonctionne convenablement. Si vous voulez éviter de vous répéter, d'avoir à répéter à chaque fois le nom des namespaces, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la méthode use. Donc là, vous pouvez mettre en haut un use et vous lui dites je vais utiliser calendar anti-slash events. Comme ça, plus tard, vous pouvez utiliser simplement un new events, ce qui vous simplifie un petit peu la tâche. Si vous voulez en inclure plusieurs, par exemple, moi je veux inclure ici events et month, vous pouvez écrire les choses de la manière suivante. Dans ce cas-là, hop, ça devrait fonctionner si vous enlevez les namespaces. Après, à vous de voir, nous ici, vu qu'on a juste 2 fois l'appel à la classe, c'est pas forcément gênant de mettre le namespace à cet endroit-là. Et là, on a notre code pour la gestion des événements. Donc on voit que ça commence un petit peu à prendre forme. Juste un petit détail qui me chagrine un petit peu, c'est le titre de la page. Moi, dans ma partie header.php, je m'imagine ici avoir un title qui serait mon calendrier. Mais dans le cas de cet événement-là, j'aimerais bien que le titre prenne le nom de l'événement. Donc, plutôt que d'avoir ce require, je peux me dire ici, je vais me créer une méthode. Donc, ça sera particulièrement utile ici, qui s'appellerait render. Je lui passerai en premier paramètre le nom du fichier de vue, comme ceci, et en second paramètre, par exemple title, et je lui dirai, voilà, ça serait le nom, getName. Donc j'ai envie que tu utilises le nom de l'événement comme titre de la page. Alors pour l'instant, il me souligne ça en rouge parce que ça ne fonctionne pas. Cette méthode render n'existe pas. Je peux la mettre pour l'instant dans mon bootstrap, mais plus tard, vous pouvez vous dire, ces méthodes, elles sont bien pratiques, mais elles mériteraient d'être séparées dans des classes ou ce genre de choses. Pour l'instant, on les met là parce qu'il y en a assez peu, mais plus tard, il faut penser quand même à changer les choses. Donc ça prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom de la vue, et en second paramètre, un tableau contenant les paramètres. Donc on va appeler ça parameters. Et par défaut, ce tableau peut être vide. Et ça retournerait quoi? Absolument rien, parce que ça ferait un écho. Au niveau, je me dis même, allez, pourquoi pas, dans mon event.php, on met juste header. Voilà, on n'a pas besoin de mettre l'extension.
Donc dans ma méthode render, au niveau de mon bootstrap, je peux lui dire d'extraire toutes les variables qui seraient dans le tableau de paramètres. Donc ça permettra d'avoir ici une variable title. Et ensuite, je fais un require ou même un include et je vais inclure le fichier. Donc ça sera dans le dossier views suivi du nom du fichier suivi de .php. Pour éviter qu'il pense que la variable s'appelle view.php, je mets des petites accolades. Hop, hop, hop. Au niveau de mon header maintenant, je peux lui dire j'aimerais bien que tu affiches la variable title, comme ceci. Si je réactualise la page, j'ai bien ici événement de test. Par contre, il y aura une petite erreur ici, parce qu'il me dira ben non, je ne connais pas cette variable-là. Donc vous pouvez utiliser l'opérateur nul, comme ça. Donc vous lui dites title, ou sinon ça sera mon calendrier. Si du coup je réactualise, ça me donne bien les choses. Mais bon, je pense qu'il faudrait quand même l'échapper, ça serait un petit peu mieux. Donc on va lui dire si title est défini, dans ce cas-là, je veux que tu affiches title qui serait échappé. Dans le cas contraire, je veux que tu affiches mon calendrier. Et là, on a quelque chose qui fonctionne convenablement. Si je suis sur un événement, ça prendra le nom de mon événement. Si je suis sur absolument rien, c'est-à-dire je n'ai pas défini de titre, ça prendra mon calendrier par défaut. Et on voit que ça échappe correctement les choses si je suis ici. Si on veut même faire un test un petit peu plus poussé, dans mon éditeur, je vais lui dire que le nom de mon événement, pour cet événement-là, sera une div. Ouais, je sais, on essaie de shunter le système. Donc dans le cas de l'événement numéro 1, on voit bien que c'est échappé ici, mais c'est échappé aussi au niveau du titre. Donc ça fonctionne convenablement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre en place le système de formulaire pour créer et ajouter de nouveaux événements, et aussi pouvoir éditer des événements qui ont déjà été rentrés. Donc je vous donne rendez-vous dans cette troisième vidéo.